Dans les derniers quarts du 19e siècle, les grandes puissances européennes se lancent à la conquête du continent africain. En une cinquantaine d'années, les Européens mettent la main sur un continent 3 fois plus grand que les leurs. Mais alors, pourquoi Français, Britanniques, Portugais, Allemands ou encore Belges se sont-ils tous lancés si soudainement dans les entreprises coloniales alors qu'on parle d'un continent dont ils ignoraient tout jusque-là? Aujourd'hui, je vous raconte comment est-ce que les Européens se sont partagés l'Afrique. Vous allez voir que c'est une période pleine d'idées récits. Mais on ne va pas tout détailler ici. C'est pourquoi on a conçu un e-book pour vous avec plus de détails à ce sujet. Obtenez votre exemplaire à seulement 10 € en nous écrivant sur l'adresse mail affichée sur l'écran et dans la description de la vidéo. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Bon visionnage. Si la colonisation de l'Afrique par les Européens n'arrive qu'assez tardivement au 19e siècle, ça ne veut pas dire que les Européens ne s'y étaient pas déjà installés avant. Pour découvrir tout ça, il faut remonter au 15e siècle. À cette époque, à cause de l'Empire ottoman qui bloque de nombreuses routes commerciales vers l'Asie, les Européens sont à la recherche de nouvelles voies en passant par la mer. Et pour y arriver, les navigateurs doivent contourner les continents africains par les cibles. Parmi les premiers à s'aventurer aussi loin à longer l'Afrique, il y a les Portugais dont le célèbre explorateur Vasco de Gama qui longe les côtes africaines et crée des avant-postes pour pouvoir se ravitailler et commercer avec les populations locales. Les Portugais tombent sur les îles encore inhabitées comme le Cap-Vert en 1456 et les Sao Tomé en 1470. Mais sur les continents, ils ne sont pas seuls. Alors, les Portugais réussissent par la diplomatie ou par des menaces à créer des comptoirs commerciaux dans des ports sur les côtes ouest de l'Afrique. Mais jusque-là, les Européens n'essaient pas vraiment de s'avancer plus loin dans les terres. Les rares expéditions qui ont tenté les coups ont toutes été un fiasco à cause de l'environnement plutôt hostile pour un Européen. Entre les maladies encore inconnues ou les affrontements avec les populations locales, ils ont vite compris que ce n'était pas fait pour eux. Les Européens sont donc plutôt refroidis à l'idée d'explorer le continent et préfèrent rester sur les côtes. Avec le temps, la carte de l'Afrique gagne donc des bordures de plus en plus précises, avec son intérieur qui demeure un véritable mystère pour les Européens. L'Afrique devient alors la source de nombreux fantasmes. Les Européens représentent sur leur carte les fantastiques sources du Nil, les royaumes du prêtre Jean, un mystérieux royaume chrétien que l'on n'a jamais retrouvé, ou alors la fameuse cité d'or de Tombouctou. Tout ça donne des cartes plutôt jolies, mais bien loin de la réalité. Rapidement, les Portugais ne sont plus les seuls à s'intéresser à l'Afrique. Lors des siècles suivants, les Français font le port de Saint-Louis au Sénégal en 1636, tandis que les protestants néerlandais s'installent tout au sud de l'Afrique, au Cap en 1652. Mais nous retrouvons aussi des comptoirs espagnols, anglais ou encore danois. Évidemment, impossible de parler de l'Afrique à cette époque sans parler de l'esclavage. Tous ces comptoirs commerciaux permettent aux Européens d'acheter des esclaves africains sur les littorales pour alimenter leurs colonies en Amérique. À travers les commerces triangulaires, ce sont plusieurs millions d'Africains qui sont déportés ou qui meurent à mer dans des conditions de transport inhumaines. Mais ces commerces de bois d'ébène, comme on l'appelait à l'époque pour atténuer l'horreur de la chose, c'est au cours du 19e siècle. En France par exemple, après avoir été aboli une première fois lors de la Révolution, puis remis sous Napoléon, l'esclavage est définitivement aboli en 1848. Si pendant des siècles, les Européens ne se sont intéressés qu'aux côtes africaines, ça ne veut pas dire qu'il ne se passait rien à l'intérieur et que l'Afrique n'avait pas d'histoire, comme on peut l'attendre dire parfois. On va essayer d'y voir un peu plus clair. On l'a vu, avant la colonisation, les Européens ignoraient pratiquement tout ce qui s'est passé à l'intérieur des terres africaines. Et pourtant, des choses se sont passées. Pendant la colonisation, les historiens ont tenté de combler ces zones d'ombre, mais bien souvent, les travaux étaient orientés. Ce n'est que très récemment que des chercheurs se sont penchés sur l'histoire de l'Afrique précoloniale, ce qui nous permet aujourd'hui de connaître avec plus de détails et plus d'objectivité l'histoire de l'Afrique et ses nombreux États avant la colonisation. Alors, je vais essayer de vous résumer ça. En Afrique de l'Ouest, plusieurs empires se sont succédés entre le 15e et le 19e siècle, l'un des plus connus étant l'empire du Mali. Disparu au XVIIe siècle, il était l'un des plus anciens et plus riches empires du continent africain.
Lorsque les Français et les Britanniques se lancent à la conquête de ces territoires, ils racontent l'Empire Toucouleur, les royaumes Fouda Diallo, de l'Ashanti, de Dahomey, ou encore le vaste sultanat de Sokoto. De l'autre côté du continent, l'Afrique de l'Est entretient depuis longtemps des liens avec le monde arabe. L'islam s'y est donc développé si tôt. On sait aussi que l'Afrique de l'Est entretient des liens commerciaux avec le Mozambique, l'Arabie, les Perses, l'Inde et même jusqu'en Indonésie. Toujours à l'Est, le 19e siècle voit l'apparition de plusieurs petits États qui se font rapidement dominer par les sultanats des Zanzibar et une île au large de l'actuelle Tanzanie. Plus au sud, l'île de Madagascar est en pleine unification. Quant à l'empire d'Éthiopie, il est depuis de nombreux siècles un empire chrétien indépendant. En parallèle, que ce soit dans les Sahel, dans les bassins du Congo ou en Afrique australe, des dizaines de petits États existent aussi. Certains sont convertis à l'islam, tandis que d'autres pratiquent des religions ancestrales. Et tous ne sont pas près du continent, contrairement à ce qu'on nous a longtemps fait croire. Ils sont depuis longtemps traversés par l'ancienne route commerciale, traversent les Sahara, longent les côtes ou descendent les grands fleuves du continent. Lorsque les Européens commencent à coloniser le continent, certains des États africains les plus importants sont en train de lancer des grandes réformes administratives, économiques, sociales et militaires. On est donc bien loin du vieux cliché d'un continent en retard sur l'histoire. Les Africains, à leur manière, s'acheminaient doucement et aussi vers une modernisation. Voilà donc où en est l'Afrique au moment où les premiers pays européens se lancent dans la colonisation. Les Européens se lancent donc à la conquête de l'Afrique, avec à la tête les Français et les Britanniques. Au nord, la France a commencé à prendre possession de l'Algérie depuis 1830 et après une rapide conquête militaire, elle fait de la Tunisie un protectorat en 1880. À l'ouest, la Guinée et le Sénégal deviennent des colonies françaises dès les années 1850 grâce notamment au gouverneur Louis Faidherbe. Dans le golfe de Guinée, c'est l'explorateur Pierre de Brazza qui permet à la France de prendre possession du fleuve Ogooué en 1882, donnant naissance au Congo français. De son côté, la Grande-Bretagne ne chôme pas. Les Britanniques s'installent en Sierra Leone et sur les côtes de l'Or qui correspond à l'actuel Ghana. Ils s'installent aussi en actuel Ouganda et sur les actuelles côtes de la Somalie. Ils en profitent aussi pour chasser les colonies néerlandais et français d'Afrique du Sud. Ces colonies français et néerlandais qu'on appelle les bourgs vont se réfugier dans les petits états de l'Orange et du Transvaal. C'est le début d'une longue guerre de territoire entre les colons. Si au début les Britanniques semblent vouloir la laisser tranquille, en 1877, tout bascule lorsque, dans la région, on découvre des diamants. Cette découverte met les feux aux poudres et une guerre éclate en 1880 entre les Boers et les Britanniques qui veulent annexer leur territoire. Les locaux Boers réussissent l'exploit de vaincre l'Empire britannique par les armes. Même s'il faut reconnaître que cette victoire, il la doit principalement au royaume Zoulou, un petit royaume sud-africain en guerre contre les Britanniques l'année précédente et qui, malgré sa défaite, a occasionné de lourdes pertes chez les tuniques rouges, ce qui a forcément aidé les Boers. Par la suite, et sans entrer dans les détails, d'autres guerres vont se succéder dans la région, dont une seconde guerre entre les Boers et Britanniques qui s'achève en 1902, date à laquelle l'Afrique du Sud tombe définitivement entre les mains de l'Empire britannique. Mais revenons un peu en arrière. En parallèle de la première guerre des Boers, au nord, les Royaumes-Unis profitent de l'affaiblissement des Ottomans pour envahir l'Égypte et prendre le contrôle sur le canal de Suez en 1882. Ouvert en 1869, il est un enjeu crucial dans le contrôle du commerce entre l'Europe et l'Asie. Mais les Français et les Britanniques ne sont pas les seuls à se disputer ces territoires en Afrique. L'Espagne conserve ses colonies au Maroc et aux îles Canaries. Le Portugal conserve la Guinée et essaie de relier ces deux colonies au sud. L'Angola à l'ouest et le Mozambique à l'est, il est stoppé par les Britanniques. L'Allemagne s'étend elle aussi en Afrique à partir de 1984 et on peut dire que les Allemands multiplient les coups d'éclat. Un protectorat est imposé à la Namibie et la même année, l'Allemagne prend possession du Cameroun, du Togo, alors que la France s'apprêtait à s'en emparer. Et enfin, l'Allemagne récupère un morceau de l'Afrique de l'Est. Même la Belgique, un État qui n'a été fondé qu'en 1830, vient se mêler au destin de l'Afrique. Le roi belge Léopold II accepte de financer l'expédition de l'explorateur anglais Harry Morton Stanley au Congo
un territoire vaste et riche en ressources. Bref, tout le monde veut mettre la main sur un bout du continent africain. Mais il y a une question qu'on ne s'est pas encore posée. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi est-ce que les Européens veulent à tout prix coloniser l'Afrique? On l'a vu, les Européens s'intéressaient à l'Afrique depuis un moment. Mais ce n'est que dans les années 1870 que l'expansion coloniale prend de l'ampleur. Depuis le début du 19e siècle, l'Europe connaît un rapide progrès industriel, économique et démographique, ce qui permet aux puissances européennes de projeter leur puissance à travers le monde sans vraiment rencontrer des résistances. La création des colonies permet donc aux métropoles de s'approprier les ressources dont elles ont besoin tout en écoulant leur surplus industriel. Les puissances coloniales sont à la recherche de terres fertiles pour y dresser des plantations ou des filons de métaux précieux pour y établir des mines. Bon, le truc c'est que les colonisateurs demandent assez rarement l'avis des populations locales avant de s'y installer. Les colonies sont aussi un facteur de prestige. Avoir un grand empire colonial est supposé montrer la puissance de sa métropole, mais aussi les efforts faits pour amener la civilisation dans les coins les plus reculés du monde. Nombreux sont les intellectuels comme Rudyard Kipling, l'auteur du fameux livre de la jungle, a pensé que les Européens ont le devoir de coloniser le monde. Kipling décrit même cela comme un fardeau de l'homme blanc. Et évidemment, en France, on a aussi des promoteurs de la colonisation. Le cas de la France est d'ailleurs plutôt intéressant, car jusqu'ici, le 19e siècle pour la France n'a pas été terrible. De la défaite de Waterloo en 1815 à celle de Sedan en 1870, sans parler du chaos politique entre les deux, la France a bien envie de profiter de la colonisation pour redorer son image. Et ça, peu importe les partis politiques. Les députés de la Troisième République créent même un groupe colonial en 1892 qui comptera jusqu'à 200 députés en 1901. Ces discours colonialistes est porté notamment par un certain Gilles Ferry. Oui, c'est même à l'origine de l'école gratuite et obligatoire. La rivalité entre les Européens pour coloniser l'Afrique va aussi créer une compétition un peu inattendue, une course scientifique. De nombreuses missions d'exploration sont mises sur pied, comme celle du Français René Caillé, qui est le premier Européen à visiter Tombouctou en 1828, ou celle du Britannique Livingstone, qui cartographie le Congo et les Grands Lacs entre 1850 et 1870. Mais c'est aussi la période où des explorateurs peu scrupuleux sous couvert des missions scientifiques vont piller des tas d'œuvres d'art africaines. Bref, la préservation du patrimoine n'était pas tellement leur priorité. Non, leur but c'était plutôt de s'enrichir et de ramener des richesses au pays. Et enfin, un autre aspect de la colonisation, c'est la religion. Les États européens envoient des délégations officielles des missionnaires, car conquérir un territoire, c'est aussi bien imposer ses croyances. C'est comme ça que, par exemple, à Madagascar, la France a expulsé les missionnaires britanniques et norvégiens car ils étaient protestants. À la place, elle installe ses propres missionnaires des jésuites catholiques. On voit donc que les Européens cherchent à s'installer un peu partout en Afrique, pour plein de raisons différentes, Sauf qu'ils le font. chaque fois de manière totalement désordonnée. C'est un peu le premier arrivé, premier servi. Sauf qu'on va les voir, ça a manqué à plusieurs reprises de déclencher une première guerre mondiale avant l'ère. Et donc, pour limiter ces tensions, les puissances européennes vont s'accorder sur le partage de l'Afrique. Pour que les Européens s'accordent sur la colonisation de l'Afrique, en novembre 1884 s'ouvre la conférence de Berlin. À l'initiative du chancelier Otto von Bismarck, elle se déroule de novembre 1884 à février 1885. Sont conviés 14 nations. L'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Empire ottoman, l'Espagne, les États-Unis, la France, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, Norvège, qui à cette époque formait qu'un seul royaume, et enfin la Russie. Mais dans la liste, aucun pays n'est africain. À l'origine, la conférence de Berlin doit régler la question du Congo. Mais les représentants des grandes puissances à la table vont en profiter pour aller un peu plus loin. Contrairement à une idée récite, la conférence de Berlin ne marque pas le partage de l'Afrique entre Européens. Personne n'a pris des cartes pour tracer les frontières avec un crayon. Par contre, les diplomates occidentaux se mettent d'accord sur les conditions nécessaires pour s'accaparer un territoire, notamment si deux pays les revendiquent en même temps. Par exemple, lorsqu'un État revendique un territoire,
il doit obligatoirement l'occuper pour justifier sa conquête. En gros, il ne veut pas dire ça, c'est à moi, sans y avoir mis les pieds avant. La conférence de Berlin ne marque donc pas le début du partage de l'Afrique, puisque celui-ci avait commencé bien avant. Et va surtout placer des règles pour les États en matière de colonisation afin d'éviter qu'un conflit n'éclate. Par exemple, des accords sont passés pour garantir la libre circulation pour tous les Occidentaux Vers le fleuve Congo et Niger. qui permettent de poursuivre les explorations et faciliter le commerce entre les colonies. Ou bien le canal de Suez qui devient un territoire neutre. Après Berlin, c'est le début d'une véritable course Européenne. à qui prendra le plus de territoires possible. Chacun se dépêche de revendiquer des régions entières pour y envoyer des troupes et planter son drapeau pour y avoir sa domination. À partir de 1885, c'est donc le début de ce que les Anglais vont appeler les Scramble for Africa, ou en français, l'arrivée vers l'Afrique. Entre 1885 et 1905, c'est le temps de la course entre les puissances européennes pour s'approprier l'Afrique. Les explorateurs laissent peu à peu la place aux militaires. Profitant des conséquences de la conférence de Berlin, le roi des Belges, Léopold II, fait du Congo sa propriété personnelle dès 1885. C'est le début d'un règne de violence pour les habitants de la région, entre confiscation des terres, mutilation, travail forcé ou encore épidémie organisée. Des horreurs qui vont perdurer jusqu'en 1908 où le Parlement belge reprend en main la situation après la révélation des atrocités que Léopold II laissait s'y dérouler. Pendant ce temps, l'Allemagne et le Royaume-Uni vont en juillet 1990 réussir à s'attendre sur les frontières de leur colonie en Afrique orientale, La France fait pareil. avec les Britanniques sur le partage du Sierra Leone, de la Guinée et du Nigeria. À la toute fin du 19e siècle, un nouveau pays se lance à son tour dans l'entreprise coloniale, l'Italie. Les Italiens prennent possession de l'Érythrée et une partie de la Somalie. Ils tentent aussi de conquérir les royaumes d'Éthiopie en 1896, mais ils sont battus par les Éthiopiens du roi Ménélique II à la bataille d'Adoua. L'Italie finira quand même par mettre la main sur l'Éthiopie, mais bien plus tard sous Mussolini. Au tournant du XXe siècle, la France continue de s'étendre rapidement en Afrique de l'Ouest. Tombouctou et les fleuves Niger sont conquis en 1894 et les colonies d'Afrique de l'Ouest font la jonction avec celles d'Afrique du Nord au début des années 1900. C'est pendant cette période, en 1895, que la France se lance, menée par le général Gallieni, à la conquête de l'île de Madagascar. Il va mater successivement plusieurs révoltes jusqu'à pacifier entièrement l'île. Ces différentes entreprises coloniales comme celle de Madagascar, malgré une propagande faisant la promotion de l'ambition civilisatrice des colonisateurs, se font en réalité bien souvent par la violence. Par exemple, en 1899, lors de la mission Volet Chanoine qui traverse le Niger vers le Tchad, les Français commettent de nombreux massacres sur leur route. Mais ces troupes coloniales, que l'on nommera la colonne infernale, est composée en majorité d'Africains. Alors, elles se rebellent. Est-il les deux capitaines de l'expédition, Paul Voulet et Julien Chanoine. Et cette brutalité est loin d'être une exception. On retrouve des cas similaires lorsque les Français tentent de soumettre l'Empire Ouazulu ou quand les Allemands répriment dans les sangs la révolte des tribus Maji-Maji en Tanzanie. Même si cette violence, on la retrouve des deux côtés, on a des cas d'expédition qui se transforment en pièges mortels pour les Occidentaux. Par exemple, en 1991, alors qu'il partait du Gabon vers le Tchad, l'explorateur français Paul Campbell est assassiné par Mohamed S. Senoussi, un seigneur de guerre local. Et quand ce ne sont pas les colonisateurs qui affrontent les autochtones, ce sont parfois les colons qui s'affrontent entre eux malgré les accords de Berlin. Les tensions manquent plusieurs fois de déclencher la Première Guerre mondiale avec quelques années d'avance, comme en 1905 et 1911 pendant les deux crises successives de Tanger et d'Agadir où Français et Allemands s'affrontent diplomatiquement pour faire du Maroc leur colonie. Lors de la crise de Tanger, Un vaisseau de guerre allemand est envoyé sur place et menace d'ouvrir le feu. À ce moment-là, on a frôlé l'affrontement direct. Bon, finalement, l'Allemagne cède, à condition de récupérer un morceau du Congo. Ce qui montre d'ailleurs que les colonies là, ce sont des marchandises. C'est à la même période que l'Italie récupère la Libye. Mais en ce début du XXe siècle, toute l'Afrique n'a pas été colonisée. Il reste quelques États indépendants. On trouve d'abord l'Éthiopie, qui entretient des liens avec les Européens depuis le XVIe siècle et qui s'avère être un pays chrétien.
ce qui a d'ailleurs peut-être joué dans sa non-colonisation. Il y a également le cas un peu particulier du Libéria, un pays créé par les Américains, membres de l'American Colonization Society, pour permettre le retour de certains Afro-Américains sur le continent de leurs ancêtres. Et si tout ça semble partir d'une bonne intention, il s'agit en fait d'un projet raciste pour encourager les anciens esclaves à partir d'Amérique pour rejoindre l'Afrique. Le pays restera d'ailleurs une dictature jusqu'à son indépendance en 1847. Le Libéria est d'ailleurs le premier pays africain à obtenir son indépendance. Et enfin, certains souverains africains ont profité de la colonisation pour asseoir leur pouvoir, en négociant avec les Européens pour conserver leurs frontières. Même s'il faut être très clair, ce ne sont pas des cas marginaux. Dans la plupart des cas, les frontières sont tracées par et pour les colonisateurs, sans aucune considération pour les populations locales. Voilà donc à quoi ressemble l'Afrique en 1914. En à peine un demi-siècle, les puissances européennes se sont appropriées la quasi-totalité d'un continent 3 fois plus vaste que l'Europe. On a vu pourquoi ils l'ont fait, comment ça s'est déroulé, mais au final, quel bilan de la colonisation? Si pour beaucoup d'Européens, la colonisation de l'Afrique symbolise l'âge d'or de l'influence de l'Europe sur le monde, en réalité, la colonisation ne fait pas l'unanimité, et ça dès le 19e siècle. Pour de nombreux économistes comme le français Jean-Baptiste Say ou le britannique Richard Cobden, qui ont tous deux vécu pendant les débuts de la conquête de l'Afrique, tous les deux s'accordent sur le fait que la mise en place des colonies coûte une fortune et ne profite qu'aux élites industrielles et commerciales. Et c'est qu'a pu prouver bien après l'historien Jacques Marseille, qui a montré que l'enrichissement colonial était avant tout un mythe. Les investissements des Européens dans la colonisation n'ont pas été aussi massifs, on l'a longtemps cru, et surtout, les rendements financiers s'avéraient assez décevants. La colonisation est donc bien loin d'avoir enrichi les Européens. En fait, elle a surtout enrichi une minorité des privilégiés. C'est pourquoi la colonisation a toujours eu ses détracteurs venant d'horizons très différents, avec chacun leur propre motivation. Par exemple, à gauche, les marxistes et les anarchistes dénoncent cet accaparement des richesses par une minorité. Il y a aussi des organisations qui se forment pour défendre les droits de l'homme et la dignité des Africains. Et même à droite et à l'extrême droite, certains s'opposent aussi à la colonisation. Par exemple, en France, des groupes nationalistes comme la Ligue des Patriotes se montrent hostiles à ces projets de conquête lointaine. Pour eux, la France serait mieux de se concentrer sur la reconquête de l'Alsace-Moselle plutôt que de dilapider ses ressources en ces colonies. Enfin, il y a les Africains eux-mêmes qui ont été les premières victimes de la colonisation. Si l'esclavage est aboli progressivement au XIXe siècle, il est souvent remplacé par du travail forcé et des mauvais traitements. Si les Occidentaux ont efficacement construit des infrastructures comme des hôpitaux, des écoles ou des chemins de fer, c'était pour servir avant tout leur propre intérêt. Même s'ils sont loin d'avoir servi de chair à canon, comme on peut l'attendre parfois, les empires coloniaux mobilisent les hommes des colonies pendant la Grande Guerre pour les envoyer combattre à des milliers de kilomètres de leurs terres. Une guerre qui a été déclenchée à cause des querelles autour des colonies. Alors, après 1918, des voix s'élèvent pour réclamer le divorce après ces mariages forcés avec les Européens. Mais il faut attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que ces discours finissent par s'imposer. À partir des années 60, les États africains obtiennent progressivement leur indépendance. Mais l'héritage de la colonisation est toujours bien présent en Afrique. Que ce soit pour la culture, la religion, la langue, la monnaie ou encore les frontières qui sont restées pratiquement les mêmes que celles tracées par les Européens au début du XXe siècle. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'on a réussi à faire du bon travail. Même si je rappelle que tout ça a été très simpliste, j'ai voulu qu'on ait une vision d'ensemble de la colonisation de l'Afrique, parce que le continent africain est tellement vaste. Les entreprises coloniales ont été à chaque fois différentes en fonction des dates et des pays que c'était quasi impossible de citer chacun. C'est pourquoi je vous envoie à découvrir notre e-book à travers l'email affiché sur l'écran et dans la description de la vidéo à seulement 10 €. Bref,
Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner. C'est vraiment important. Encore merci à vous et à la prochaine.